Donc maintenant, notre premier invité, Monsieur Étienne Bruno, avec sa présentation. Donc tout d'abord, je vais vous parler de Monsieur Étienne Bruno. Il est directeur de CARI, il est président du groupe de travail miel de Copa-Cogeca, président de Apimundi consacré à la technologie et à la qualité de l'apiculture, et il s'intéresse au changement climatique, apiculture durable, le bien-être des abeilles, les produits de ruche, donc tout ce qui concerne les produits, la fraude et les propriétés de miel. Donc nous vous invitons à participer à cette présentation. Étienne, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, tout d'abord, je vais dire quelques mots. Nous savons tous que les changements climatiques sont un défi qui se pose devant tout le monde. Le bien-être des abeilles concerne le futur. Et peut-être que dans le futur, c'est le bien-être qui sera le sujet le plus important pour les apiculteurs. Donc, nous allons aujourd'hui parler de ces défis liés au changement climatique, les événements atmosphériques extrêmes qui peuvent causer des problèmes au sein de nos ruchers, ce qui va influencer la production de miel et les revenus des apiculteurs. Nous avons pu voir ça l'année dernière. Nous savons très bien que la réponse est d'augmenter la résilience des abeilles, mais cela n'est pas une chose facile. Nous allons aussi dire que le bien-être des abeilles est une des choses les plus importantes à prendre en compte. Donc nous allons analyser aussi les influences des changements climatiques, l'impact de ces changements sur les abeilles, et nous allons essayer de définir comment nous pouvons limiter cette influence. Nous allons parler des besoins des abeilles et nous allons savoir ce que nous pouvons apprendre des abeilles sauvages. Je vais vous présenter quelques solutions qui pourront être prises en compte. Donc, tout d'abord, les changements climatiques. Les changements climatiques nous influencent tous. Nous sommes en train d'enregistrer ces changements, surtout en ce qui concerne l'augmentation de la température. Nous voyons bien que les saisons changent. Dans le passé, nous avions des saisons qui étaient régulières. Actuellement, ça varie beaucoup. Nous ne savons pas à quoi nous pouvons nous attendre. De plus, ce qui est encore plus important pour les apiculteurs, c'est le fait d'observer de plus en plus souvent des événements météorologiques extrêmes, des pics de chaleur, des pics de canicule. Nous pouvons voir aussi les événements liés à les intempéries. Donc, nous sommes tout le temps sans cesse exposés aux événements atmosphériques extrêmes. Il est très difficile de réagir, surtout quand on ne sait pas vers quelle direction on va. Regardez ces courbes. La courbe bleue, c'est les températures moyennes des années 1880-1900. Et vous voyez bien qu'il y a plus de 100 ans, les températures étaient dans les plages bleues. Elles sont passées par le vert, orange et rouge. Actuellement, nous sommes dans le rouge et donc nous voyons très bien que les températures dans le monde entier augmentent. Cela est évident quand on regarde ces données-là. Ce que vous pouvez voir ici, ça peut nous surprendre un peu puisque quand on analyse tous les facteurs, on entend que la température augmente de 1,5 degrés et voilà à quoi ressemble la situation dans le monde entier. Est-ce que
vous pouvez voir, on se dit que dans le monde entier, c'est à peu près 1 degré, mais en Europe, la situation est très différente. En Europe, nous avons pu constater une augmentation de 12 degrés. Regardez cette courbe rouge. Quand on regarde ça, on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous arrivera ensuite? On parle d'une augmentation de température dans le contexte global, mais en Europe, la situation est très difficile. Je pense que c'est l'endroit où la température augmente le plus rapidement. Donc maintenant, regardons quel est l'impact de ces événements sur la production de miel. Ici, nous avons les données de FAO. Nous savons très bien que ces données ne sont pas très exactes et idéales. Nous savons très bien que tous les pays sont censés envoyer ces données à la FAO. Et puis après, ce type de diagrammes sont préparés. On voit une nette augmentation de la production et nous pouvons constater aussi que c'est l'Europe centrale qui est le lieu, cette zone géographique où on fabrique le plus de miel. Mais après, quand on regarde la diapositive suivante, on voit que la situation varie d'une région à l'autre. Ici, vous pouvez voir les informations de... Pardon, la base de départ, c'est les données de l'année 2008 et on peut voir comment se sont formées les différences dans les années qui ont suivi. Et nous voyons très bien que la production varie. Au nord, la production a augmenté de 1200% par rapport à il y a 10 ans. Donc, on a pu voir un dédoublement de la production en 10 ans. C'est assez surprenant. En ce qui concerne l'Europe centrale, nous constatons une augmentation de 20 à 30%. Vous voyez tous ces changements, c'est très, très dynamique. Nous avons de nombreux pays et donc c'est de là que vient cette différence. En ce qui concerne le sud de l'Europe, la situation était plus stable. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une diapositive qui a été présentée par les Italiens lors de notre conférence. C'est les informations qui nous viennent de CONAPI. Et nous voyons ici comment évoluait le nombre de ruches. Ce nombre augmente, mais quand on regarde la production en Italie, elle est à un niveau constant. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Merci. Je voudrais voir la diapo de CONAPI. Oui, voilà. Ce que nous pouvons voir ici, donc c'est à quoi ressemble l'efficacité d'une ruche en Italie. Cette efficacité baisse. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que nous pouvons en déduire? Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on voit que on était à 20 kg par ruche et actuellement, nous sommes à 10 kg par ruche. Donc, voilà la moyenne. On reste sur cette image-là, s'il vous plaît. Quand on regarde les courbes, il faut que nous prenions en compte des différents facteurs. Au sud de l'Europe, la productivité baisse, au nord, elle augmente. Diapo suivante. Donc, comme nous le savons, les abeilles sont originaires des zones tropicales. Elles se sont dispersées dans le monde entier. Elles sont capables de survivre dans des différentes conditions. L'augmentation de la température est quelque chose d'important, mais ce n'est pas un facteur principal. Mais nous avons pu tout de même constater que l'augmentation de la température influençait de façon positive les pays du Nord qui ont permis de prolonger la mielée dans ce climat-là. Voilà, nous allons en parler un petit peu plus dans les détails. Ici, vous voyez les températures moyennes
selon les saisons. On parle de printemps, été, automne et hiver. En rouge, ce sont les zones où la température augmente le plus. Plus c'est rouge, plus la température augmente. Donc on voit très bien que dans les 4 saisons, en Europe, les températures sont de plus en plus élevées. Voilà notre problème. Quand on regarde d'autres zones, comme le sud de l'Afrique, ici, on peut constater des différences. Mais en Europe, en permanence, on est dans le rouge. Même la partie européenne de la Russie, la situation est la même. Ces températures sont de plus en plus élevées. Ici, nous pouvons voir un petit peu plus en détail ce qui se passe au printemps. On voit que sur le continent européen, en particulier dans la partie centrale, dans les pays tels que la Pologne, la Russie, la température augmente le plus. C'est là qu'on ressent cette augmentation le plus. Et donc, en théorie, au moins, il est plus facile d'avoir des températures plus régulières dans les pays qui se trouvent dans les bassins à proximité des mers, mais dans les pays qui sont plus éloignés, cela est plus difficile et cela influence la situation des apiculteurs. Ici, je cite quelques ouvrages. Dans le passé, nous n'avons pas pu lire beaucoup de choses, beaucoup de publications consacrées à ce sujet-là, mais cela a changé. On constate ces changements et l'impact de ces changements sur la productivité des ruches, sur l'activité des abeilles mellifères. Entre 1965 et 2010, en Pologne, on voit que les températures augmentent à la fin du printemps et au début de l'été. Cela permet d'avoir des mielées plus importantes. La dernière mielée vient plus tard et donc la période de mielée est de plus en plus longue en ce qui concerne la Pologne. Ici, nous voyons la situation en Moldavie, l'influence des changements climatiques sur le fonctionnement de l'abeille de miel. Nous voyons que la température est un facteur dominant, surtout la température entre janvier et juin. Cette température influence la prolificité des mers, la viabilité du couvain. Et vous voyez bien que les augmentations des températures en janvier augmentent la prolificité des reines et la production de miel. Parfois, cette influence est positive, parfois elle est négative. Donc, l'augmentation des températures en printemps peuvent impacter beaucoup de phénomènes. Surtout entre janvier et juin, ces fluctuations de température sont très importantes pour l'apiculture. De plus, les températures élevées peuvent causer des problèmes pour la survie des colonies jusqu'à l'année prochaine. Donc, beaucoup de changements pendant les saisons et nous devons faire face à ce problème. C'est pourquoi l'adaptation du cycle biologique peut être fortement perturbée. Nous avons affaire à des situations où les reines cessent de couver. Par exemple, en Andalousie, en Espagne, nous avons vu des ruptures de ponte en pleine saison. À présent, nous observons des phénomènes de ce type également dans des pays tels que la Pologne, vu l'augmentation des températures. Les apiculteurs de ces pays sont très surpris par ces phénomènes. De plus, la saison hivernale influence les résultats et la couvée et la résilience. Nous avons donc besoin d'abeilles très résilientes qui peuvent s'adapter à un changement du climat
car à présent, les abeilles sont adaptées au climat concret, spécifique. Et comme le climat change si rapidement, nous avons besoin d'une abeille qui sera résiliente à ces événements extrêmes. Nous avons besoin d'abeilles qui pourront s'adapter, qui pourront adapter leur cycle de vie à ces changements fréquents. Cela entraîne une nécessité d'une biodiversité très importante. C'est le mot-clé pour l'avenir. Nous devons augmenter la biodiversité concernant les abeilles. Tous les programmes de sélection vont dans la même direction. Celle d'avoir une famille, une colonie forte. Donc nous devons analyser ces phénomènes également au niveau de la colonie, qu'au niveau de toute la population d'abeilles. Le nombre de faux bourdons est important également. Nous devons avoir beaucoup de faux bourdons dans une même colonie. Et la biodiversité est également importante dans le contexte de toutes les populations. La biodiversité est importante pour toute la population des abeilles, non pas uniquement pour des colonies. L'impact sur la sélection. Nous ne connaissons pas le futur et de ce fait, il est difficile de fixer des caractères précis, si ce n'est la résilience. Nous ne savons pas comment sera l'avenir. On doit donc éviter tous les goulots d'étranglement génétique lors de la sélection. C'est très important, car si nous avons des goulots d'étranglement, nous n'aurons plus la biodiversité. C'est mon avis personnel. Je trouve qu'il faut en parler avec des scientifiques. Nous devons faire face à ces situations. Vous allez entendre les présentations des scientifiques qui vont analyser des problèmes en profondeur, mais je trouve que la sélection massale est bien adaptée à cette situation, car le choix des lignées doit être fait sur la base d'au moins 2 années d'observation, et si possible avec des conditions climatiques très différentes. Car si nous observons les abeilles uniquement dans des conditions spécifiques, nous ne pouvons pas être sûrs comment cette lignée va subir les changements climatiques. Nous devons baser notre sélection sur des reines qui peuvent survivre plus longtemps. Et pendant la période d'observation, il faut minimiser l'intervention humaine. Si nous allons nourrir les abeilles à chaque fois, nous ne pourrons pas sélectionner des abeilles résilientes. C'est pourquoi il faut laisser ces abeilles, disons, pour compte et les laisser à l'influence de la nature. Comme ça, nous pourrons sélectionner les abeilles résilientes. Dans la nature, les abeilles n'ont pas besoin de l'homme. Les saisons de l'année sont plus chaudes, elles influencent toutes les plantes également, non pas uniquement les abeilles. En général, les plantes tempèrent bien les changements de température lorsque leur système racinaire est bien isolé. Nous avons également affaire à un phénomène où le début de la végétation dépend du nombre de jours chauds. Si nous avons un nombre de jours suffisamment chaud, la végétation est lancée. Les scientifiques allemands ont analysé environ 650 plantes du hémisphère nord et ils ont observé que la végétation est lancée plus tôt de 1,9 jours par décennie au printemps. Et concernant 385 plantes en provenance d'Angleterre, la végétation commençait 4,5 jours plus tôt que dans les années 80-90. Cela veut dire que nous avons un risque accru de gel tardif qui va détruire les boutons floraux, par exemple. Par exemple, cette année, les boutons floraux du faux acacia ont été détruits. Vous voyez ici le changement saisonnier et on peut y voir qu'au printemps, la floraison peut apparaître 12 jours plus tôt. Certaines plantes retardent leur floraison de 9 jours ou de 10 jours, mais elles sont peu nombreuses. Par contre, pour l'été, ces changements ne sont pas si importants.
Mais au printemps, ces fluctuations de température sont très importantes. Donc la nourriture, les plantes, l'adaptation, tout cela n'est pas évident, car si nous avons une colonie d'abeilles, les plantes disponibles seront différentes d'une année à l'autre. L'apport en pollen sera différent. Si nous parlons du faux acacia, la région où le nectar en était produit, ce n'est plus le cas. Ce nectar n'est plus disponible. Et même si ces plantes poussent toujours dans cette région, elles ne produisent plus de nectar. Donc, on ne peut plus y produire du miel à partir de ce nectar. En Belgique, nous pouvons fabriquer du miel à partir du nectar d'acacia. Par le passé, c'était impossible. Donc, vous voyez que ces changements sont très rapides. Les apiculteurs ne savent pas trop que faire dans cette situation. Ils voient que la météo change, que les abeilles changent leur comportement et butinent sur de nouvelles sources de miel. Elles produisent du miel au printemps et pas en été. Donc parfois, ce sont des phénomènes incroyables et les apiculteurs doivent réagir vite en transportant les abeilles sur d'autres miellets, car c'est nécessaire. Mais nous voyons un nouveau phénomène que les apiculteurs doivent transporter de plus en plus souvent leurs ruches, leurs abeilles, et beaucoup des ruches sont concentrées dans un seul endroit. Cela mène à des problèmes. Nous devons faire face à ces changements du cycle de vie des plantes, et cela aura un impact sur les cultures futures. Pourquoi j'en parle? Sur la diapositive suivante, nous voyons ces phénomènes au niveau du monde entier. Ces changements peuvent s'opérer, mais la diapo suivante nous le montre au niveau de l'Europe. Deux modèles permettent de prévoir la situation à l'avenir. Le premier modèle me semble être un modèle que nous devons abandonner. Ce modèle qui est à droite me semble plus adéquat. 30% de cultures au niveau de l'Europe vont subir des changements. Et c'est un problème réel, car comment vont être les cultures, quelles cultures vont être dans vos pays? Nous devons parler aux agriculteurs, ce qu'ils vont planter comme plantes et semer. Nous devons planifier notre futur pour pouvoir continuer à élever nos abeilles. Sur la diapo suivante, nous voyons qu'il ne s'agit pas uniquement des températures élevées, mais également d'autres événements extrêmes. Cela nous montre l'importance des événements tels que les sécheresses, la température extrême que nous voyons en rouge, les inondations, mais même des événements tels que le glissement de terrain, des tempêtes, des averses et des incendies incontrôlables. On parle beaucoup d'incendies dans certaines régions. J'aime beaucoup cette diapositive car elle nous montre l'évolution des phénomènes climatiques extrêmes en fonction de type. En rouge, nous voyons les événements géophysiques, en vert météorologique, en bleu hydrologique et en jaune climatologique. Certains phénomènes ont augmenté de 50% et d'autres de 400%. Je parle ici d'événements hydrologiques. Ils ont beaucoup augmenté très rapidement et les problèmes apparaissent pratiquement chaque année. Quel sera notre avenir? Nous devons nous demander où nous allons. La diapositive suivante nous dit que cette année, et surtout l'été dernier, l'Europe a été touchée par des événements climatiques extrêmes.
Nous nous rappelons tous qu'au mois de juillet, des inondations dramatiques ont eu lieu en Allemagne, en Belgique. Plus de 200 personnes ont été tuées et beaucoup d'abeilles. Beaucoup d'abeilles ont été détruites par les inondations en Belgique. Et au moins 10 incendies de forêt ont détruit des centaines de milliers d'hectares, notamment en Grèce, France, Espagne et dans certains pays des Balkans. Les Grecs me disaient qu'ils ont perdu environ un tiers de la surface de production, car c'est là que ces incendies ont eu lieu. Et cet incendie détruit l'espace pour 10 ans, pour 20 ans. Pendant ce temps-là, on ne pourra plus rien y cultiver. Que pouvons-nous faire dans le cas des événements climatiques? Ils impactent beaucoup notre activité. Sur cette carte, nous voyons les événements climatiques extrêmes et les grands points, ce sont des événements à caractère de catastrophe. Et nous voyons qu'ils sont présents dans toutes les parties de l'Europe. Ces phénomènes ont eu lieu dans tous les pays européens. Et ce n'est pas quelque chose qui nous surprenne, mais cela nous rend tristes lorsque nous voyons ces situations et nous ne pouvons plus nous considérer comme sauf. Nous ne sommes plus en sécurité. On se disait avant que, bon, en Asie, les événements climatiques extrêmes auront lieu sur des petites îles, mais non, c'est le cas dans tous les pays. Ces événements touchent également toutes les abeilles. Aujourd'hui, je devrais peut-être utiliser d'autres exemples, mais en 2020, en mars, nous avons eu la tempête Karine. Les zones sombres nous montrent les endroits où cet événement a eu un caractère extrême et des températures extrêmes ont été notées dans ces endroits aussi. Ces températures extrêmement élevées ont touché tous les habitants de l'Europe orientale. Tout le monde a subi le même événement. Ce beau temps était présent dans ces endroits et tout le monde a pu semer les tournesols lors d'une période très courte parce qu'il y avait des conditions adéquates. Avril était particulièrement sec et ensoleillé sur la plupart de l'Europe. Donc le premier mois était idéal, l'autre était ensoleillé et nous voyons que tous les fleurs se fanent, surtout à l'est. Et c'était vraiment un événement incroyable, c'était fou. Ce printemps était destructeur. Ensuite, le mai est venu, le mois de mai, et lorsque nous étions prêts. Bien sûr, il est difficile d'être prêt, d'être sur ce qui arrivera concernant la floraison, mais lorsque nous étions prêts, des gels sont venus, des gels pendant la nuit et même de la neige. Tout a été détruit. Il y avait donc des gelées tardives et il n'y a même pas eu d'acacia. Donc nous voyons l'impact du temps, de la météo sur nos possibilités de récolte. 3 mois consécutifs ont été exceptionnels et ensuite des précipitations intenses sont venues et des inondations dans l'Europe centrale et orientale. Donc, tout d'abord très chaud, ensuite très froid et beaucoup de pluie. Les abeilles ne pouvaient pas sortir de la ruche et c'était la saison de la récolte, de la mielée. Donc, puisque les abeilles ne pouvaient pas voler, la situation était anormale. Passons au juillet. En juillet, nous avons une sécheresse extrême. Franchement, c'était fou. Je souligne, le temps était trop sec. D'abord, trop d'averses. Ensuite,
aucune goutte, sans une goutte d'eau. C'était comme ça en juillet. En été, les abeilles n'ont pas pu butiner car il faisait trop sec. En août, la situation était similaire. Il y avait même des problèmes pour récolter du pollen, du nectar. Même pour le pollen, c'était trop sec. Et les abeilles qui s'envolaient rentraient sans pollen. C'était un phénomène très négatif. 2 saisons comme ça impacteront ensuite l'hivernage des abeilles. Nous voyons comment ces phénomènes extrêmes impactent mois par mois, mois après mois, sur les colonies d'abeilles. Au Portugal, l'année a été catastrophique. 80% de la récolte ont été perdus. En Italie, c'était la pire année. En Hongrie, la pire année également. En Autriche, la même chose. En Pologne, une baisse d'au moins de 20% de la production moyenne. En Belgique, la situation n'a pas été mauvaise. En Finlande, c'était 40% de baisse. Je crois qu'en général, nous avons perdu 30 à 40% de production au niveau de l'Union européenne. C'était la première fois où nous avons eu des pertes aussi importantes en Europe. Passons à la diapositive suivante. Que nous disent les scientifiques? Ils nous disent que la situation de l'apiculture est influencée par les changements climatiques et par la régularité ou irrégularité des phénomènes climatiques. Ce qui est important, c'est que les conditions qui sont importantes pour la production du miel, elles sont défavorables et elles influencent la population d'abeilles, les réserves de miel et de pollen, ce qui cause le stress alimentaire pour les abeilles. Le spectre pollinique change et les caractéristiques commerciales des miels également. Je souligne encore une fois que cela impacte la population des abeilles. Que pouvons-nous donc faire? À présent, il est de plus en plus important d'isoler les ruches. Nous savons très bien que l'isolement est très important. Nous voyons ici un arbre coupé pour voir comment les abeilles sont isolées grâce au bois. Ici, la situation est géniale. La ventilation est également résolue d'une manière superbe. Donc, nous devons bien isoler les ruches pour que les abeilles n'aient pas trop chaud. Elles doivent également avoir accès à des points d'eau près de chaque colonie. Lors des situations élevées, c'est vraiment très important. Sur la diapositive, qui ont été simulés. Donc, l'influence des vagues de chaleur a été simulée. Nous voyons bien qu'elle n'influence pas le nectar ni le pollen, mais elle influence des vols à vide des abeilles. Et de plus en plus nombreuses sont les abeilles qui apportent de l'eau. Il est donc important de tenir. Nous savons bien que cela est plus important, ou qu'il est très important de fournir de l'eau aux abeilles. Qu'en est-il du refroidissement? Refroidir une colonie d'1 degré exige 1,4 fois plus de travail et génère 1,9 fois plus d'entropie que le fait de chauffer la colonie d'1 degré. Donc, il est donc plus cher de refroidir une colonie que de chauffer la température d'une colonie. Nous pouvons donc dire que l'influence du réchauffement climatique peut causer un stress beaucoup plus important que le refroidissement. Il est très difficile de refroidir une colonie d'abeilles. De plus, ce qui nous manque, c'est la pluie, c'est l'eau. Et cela aussi est très important pour la survie d'une colonie.
L'eau permet aux abeilles de survivre. Une période de sécheresse indique qu'il n'y aura plus de nectar, en particulier si les plantes ne se sont pas adaptées à ces températures plus élevées. Ce qui est très important, c'est l'emplacement des nord-ruchers pour éviter qu'ils soient détruits par les inondations. D'un côté, il faut que les abeilles aient l'accès à l'eau, mais de l'autre, il y a le danger. Des longues périodes, des périodes de plus en plus longues, sans l'accès au nectar et au pollen, provoqueront la situation que ça sera aux apiculteurs de nourrir leurs colonies. Lorsque l'année est mauvaise, c'est les familles moyennes qui s'en sortent le mieux. Les meilleures familles n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, investissons dans les familles moyennes, puisque si nous allons devoir faire face à des saisons de plus en plus difficiles, il va falloir que la sélection se fasse en fonction de la rentabilité, de la productivité de la colonie. Donc, ne l'oublions pas. N'oublions pas de laisser une partie de nos mielets pour que nos miels ne meurent pas de faim. Les périodes pendant lesquelles les abeilles ne sortent pas de la ruche, elles ramassent pas la nourriture. Cela est présent dans tous les pays européens. Telle est la tendance. Donc, il faut que les abeilles puissent sortir de la ruche, mais si elles ne le font pas, c'est les périodes où elles n'ont rien à manger, où elles ont faim. Donc, c'est à cette occasion, à ce moment-là, que je voudrais parler d'une chose. Le sucre est quelque chose de différent que le miel. Il détériore le système immunitaire des abeilles et peut provoquer la présence de ce sucre dans le miel qui est, dans ce cas, d'une qualité moins bonne. Diapositive suivante, les pathogènes. Donc, je ne pense pas qu'on va rentrer trop dans les détails, ça serait trop long. Donc, n'oublions pas qu'il faut que nous essayons de renforcer le système immunitaire de nos abeilles, limiter nos interventions. Il faut que ces interventions soient concentrées sur des sujets particuliers. Il faut que nous prenions soin de ce que mangent nos abeilles. Que pouvons-nous faire? La situation évolue de façon dynamique. Plus rien ne ressemble actuellement à ce que c'était dans le passé. Il faut que nous nous adaptions. Nous ne pouvons plus nous reposer sur les règles générales. Il faut intervenir au fur et à mesure de l'état de nos colonies. Cela nécessite une flexibilité, la capacité à s'adapter. Nos récoltes varient d'année en année et cette variation est beaucoup plus dynamique. Il faut que nous soyons attentifs et vigilants, pour pouvoir réagir au moment où nous constatons les premiers changements. Il faut que nous puissions mieux surveiller nos colonies. Il faut que nous surveillons nos colonies de façon à ne pas gêner les abeilles. Il y a beaucoup de possibilités sur le marché. Il y a des appareils qui nous permettent de vérifier l'humidité, les vibrations, etc. Nous pouvons trouver de nombreuses solutions. Toutes ces informations permettent de connaître la condition de notre ruche. Et quand nous allons avoir ces informations au niveau régional, peut-être nous allons pouvoir avoir des informations et une image un petit peu plus claire de ce qui se passe. Cette surveillance des colonies nous permet d'agir plus rapidement et nous pouvons donc mieux les aider, mieux les assister. Il ne faut pas
oublier que nous avons besoin des abeilles résilientes et résistantes qui vont pouvoir mieux s'adapter à la réalité. Il faut que nous respections la biodiversité. Il faut que nous consacrons le plus de temps aux abeilles qui ont une durée de vie longue. Nous avons besoin aussi des abeilles sauvages. Elles sont très importantes pour nous. Réalisons la sélection massale, évitons une fécondation contrôlée pour les lignes mâles. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'avoir ces lignes contrôlées mâles. Renforçons et n'affaiblissons pas le système immunitaire de nos abeilles, isolons nos ruches. Nous avons à notre disponibilité des matériaux merveilleux. Les fabricants sont adaptés à nos besoins. Sur la diapositive suivante, vous voyez les informations. L'information qui nous dit que ces changements climatiques peuvent être un avantage parce que les abeilles mellifères sont réactifs à ces changements. Il faut juste que nous adaptions nos démarches, nos opérations, que nous investissions dans les outils qui ne gêneront pas nos colonies, mais qui nous permettront de nous adapter. Informons les agriculteurs du fait que nos abeilles sont un partenaire très important. Nous travaillons très près de la nature pour augmenter la résilience de nos colonies, diversifions nos productions pour garder un équilibre. Cela est très important puisque nous pouvons produire plus de miel. Nous allons pouvoir avoir une production prévisible. Nous produisons aussi de la propolis, pardon. Quand nous ne savons pas quoi faire, n'oublions pas qu'il est plus intéressant d'avoir des différentes stratégies, une large gamme de stratégies. C'est ma dernière parole, donc je vous rends la parole. Je pense qu'il ne reste plus que 3 minutes pour des questions. Oui, exactement. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation très intéressante. Donc, chers collègues, oui, de plus en plus souvent, nous devons faire face à des conséquences globales. Nous avons vu plusieurs questions apparaître. Oui, effectivement, nous avons très peu de temps, donc des questions. Et nous te serons très reconnaissants pour les réponses. Donc, sur le chat, il y a beaucoup de questions. Donc, tout d'abord, quelle est l'importance de ces changements au niveau local pour les apiculteurs et comment l'apiculteur peut réagir pour limiter l'impact de ces changements locaux? Oui, je pense que la seule chose que nous pouvons faire, c'est qu'au moment où nous travaillons, nous faisons la sélection de nos abeilles. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il est... Non, je vais le dire autrement. Nous ne sommes pas tenus à garder toutes les abeilles. Il faut garder celles qui pourront survivre. C'est horrible ce que je dis. Il faut que nous nourrissions nos abeilles tous les ans. Ce n'est pas la solution de le faire. Donc, il faut faire la sélection, sélectionner ces abeilles qui vont s'en sortir. Il faut prévoir à long terme, faire une sélection à long terme. Cette sélection doit se faire sur la base des observations de 2-3 ans et pas sur une observation annuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut que nous augmentions la possibilité d'augmenter la résilience et la résistance. Il est clair que la thermoisolation, la ventilation d'une ruche, c'est quelque chose d'important. Il faut que nos abeilles soient résilientes.
Donc, merci. Question suivante. Votre présentation était intitulée « Nouveaux défis à l'apiculture, le bien-être animal et le bien-être des abeilles et les changements climatiques ». Est-ce que tu voulais parler des familles? Quels sont les critères scientifiques pour définir le bien-être des abeilles? Oula. I think we have a round table at the end of the day. I think we will have more time to develop this kind of well-being. Oui, je pense que c'est au moment de la table ronde que nous allons en parler pour définir tous les critères de ce bien-être. Mais juste rapidement, pour définir le bien-être des abeilles, pour le faire rapidement, j'aurais besoin de 2-3 heures. Donc, il faut que l'abeille soit plus proche de la nature. Il faut que nos élevages ne soient pas artificiels. Il faut qu'ils soient le plus naturels possible, qu'ils n'aient pas besoin de nous tout le temps. Regardons ce que fait la nature et essayons de copier la nature. Essayons d'imiter la nature. Essayons d'adapter ce que la nature fait de mieux et adaptons cela à nos ruches. Oui, je pense que c'est la réponse la plus courte à cette question-là. Merci beaucoup. Question suivante. Les changements climatiques peuvent influencer aussi la durée de vie des reines. Est-ce que vous pouvez prendre position, vous exprimer sur cela? Cela n'est pas si évident que ça. Surtout dans le contexte des informations, des données scientifiques. Je ne pense pas que cela soit comme ça. Je ne suis pas sûre en tous les cas. Les changements climatiques, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'augmentation de la température? Cela n'influence en rien la vie d'une reine. Mais l'accès à la nourriture, oui, cela influence la qualité de ces reines. Question de la sélection. Comment faire la sélection de la reine si nous remplaçons la reine tous les ans alors que nous savons qu'elle peut vivre pendant 4-5 ans? Si nous sélectionnons les reines qui vivent 4-5 ans, oui, nous allons obtenir le résultat, mais remplacer des reines tous les ans, cela ne nous permet pas d'avoir cet effet qui est présent dans la nature, parce que dans la nature, les reines vivent pendant 4-5 ans. Donc, comment lier la baisse de production de miel avec ce que vous avez mentionné dans votre présentation, la varose, la présence du frelon asiatique, évolution de l'apiculture professionnelle? Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ce sujet-là? Oui. Il est clair que cette question est très très large en ce qui concerne l'apiculture professionnelle. Un apiculteur professionnel a besoin d'outils différents qu'un apiculteur qui n'est pas professionnel, puisque des personnes qui ne s'occupent que de la production de miel doivent prendre en compte le fait qu'il y aura des années où ce miel ne sera pas produit. Et cela doit être pris en compte. Et il faut percevoir cette production de miel à une perspective plus longue. Cela permettra de faire face à ces variations de production. Avant, ces variations, c'était de 1,3, là c'est 1,5. Donc, il faut que nous nous organisions, que nous réduisons la transportation de nos ruches. Il faut que notre approche soit adaptée, mais aussi il faut que nous adaptions notre organisation du produit pour la vente. Certaines années, nous allons produire 100 kg de miel et d'autres années, nous n'allons pas en produire du tout. Donc, mais il faut que nous puissions vendre d'autres produits de la ruche, par exemple la propolis. Et il est possible de garder la rentabilité, mais il faut diversifier notre production. Kolejne pytanie. Etienne, słyszałem od ciebie następujące stwierdzenia. Pierwsze,
Donc, est-ce qu'il faut éviter les problèmes et laisser les abeilles dans la nature? Dans la nature, les abeilles n'ont pas besoin d'hommes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un conflit là-dessus? Oui, oui. Oui, il y a des grandes différences. Et quand on fait notre sélection sur la base de 1 ou 2 critères, c'est cela qui est dangereux. Dans la nature, la nature se base sur de nombreux critères et voilà la différence. Si nous allons prendre en compte de différents critères de sélection, si cette sélection ne se fera pas sur 1 ou 2 critères et on va changer au bout d'1 an ou 2, c'est ça l'objectif. Il faut donc faire une sélection qui se base sur de nombreux critères et prendre en compte des génomes de différents faux-bourdons. Mais si nous avons par exemple 1000 colonies et nous remplaçons toutes les reines, voilà une pratique qui est dangereuse. C'est très difficile d'organiser tout cela. La semaine prochaine, nous allons en discuter lors d'un autre événement. Et donc maintenant, je pense que j'ai plus de temps pour répondre à toutes ces questions. Oui, effectivement, nous avons de nombreuses questions. Donc Étienne, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présentation, pour tes réponses.